Victoire de l'opposition aux élections législatives en Maurice, le Premier ministre Ramgoolam reconnaît sa défaite et décide de démissionner. L'Élysée a abrité hier une conférence nationale du handicap, occasion pour François Hollande de plaider pour un regard différent sur le handicap. Enfin, nous irons à la découverte de quelques familles SDF cachées aux États-Unis. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour cette session de l'information. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Direction tout d'abord le Nigeria. Un double attentat a frappé jeudi la ville de Jos dans le centre du pays, faisant 31 morts. Un bilan qui pourrait s'alourdir selon le porte-parole du gouvernement de l'État du Plateau. Dans le même secteur, une attaque du même genre avait tué au moins 118 personnes. C'était au mois de mai 2014. L'instance chargée d'organiser l'élection présidentielle en Tunisie a annoncé jeudi avoir envoyé un avertissement au président Marzouki pour avoir mis en doute l'intégrité de l'élection. Monsef Marzouki, arrivé deuxième lors du premier tour, avait mis en garde contre des fraudes au second tour du scrutin prévu le 21 décembre. C'était mardi dernier à l'ouverture de la campagne électorale. Je n'ai pas de problème si l'autre parti gagne, mais j'ai un problème si elle gagne avec des fraudes, avait-il déclaré. Des propos que le président de l'instance électorale juge irresponsable. Voilà. Aussi a-t-il appelé les deux candidats à respecter les principes de la campagne. Direction maintenant l'île Maurice où l'opposition a remporté les législatives de mercredi dernier. Le Premier ministre sortant a admis sa défaite et reconnu que l'électorat a fait son choix, un choix qu'il accepte humblement. Les images. L'opposition mauricienne victorieuse des élections législatives. La coalition Le PEP, menée par l'ancien président Aneroud Djuno, remporte le scrutin de mercredi avec une large avance. Une victoire reconnue par le Premier ministre sortant. Navin Ramgoolam, qui a admis la défaite de son camp et reconnu que le scrutin s'est déroulé dans le respect de la démocratie, a choisi de démissionner de son poste. Un poste qui devrait revenir à Aneroud Djuno, qui a déjà assumé ses responsabilités 2 fois par le passé. À 84 ans, sa victoire sonne le glas d'un projet de réforme constitutionnelle voulu par la coalition formée entre le Parti travailliste de Navin Ramgoolam et le mouvement militant mauricien de l'ancien chef du gouvernement Paul Béranger. Ce projet de Seconde République prévoyait de modifier profondément les institutions de l'archipel en renforçant les pouvoirs aujourd'hui largement honorifiques du président de la République et en le faisant élire au suffrage universel direct et non plus par l'Assemblée. Rendons-nous maintenant au Ghana. Des représentants du gouvernement et des ONG sont en concertation. Ils espèrent trouver une solution afin de protéger les femmes accusées de sorcellerie dans le nord du pays. Le Ghana, pays où les superstitions sont extrêmement répandues, il suffit d'accuser une femme de sorcellerie pour que sa vie bascule. Un deuil, une maladie, même un mauvais rêve peuvent servir de preuve. Dans le nord du pays, les femmes accusées d'être des sorcières sont contraintes à l'exil dans des camps où elles vivent dans la misère. Une pratique qui dure depuis plus d'1 siècle et fait tache dans un pays considéré comme ayant fait d'énormes progrès en matière de développement. J'ai hâte de retourner à la maison parce que je n'aurai plus à aller chercher de l'eau pour mes besoins. Mes petits-enfants prendront soin de moi. De plus, je n'ai plus à travailler dur pour gagner de l'argent pour la nourriture. I have been there for 4 years now, and we have reintegrated 40
Je suis ici depuis 4 ans maintenant et nous avons réintégré 46 femmes chez elles pacifiquement. L'État s'intéresse à la situation. Mais le seul problème est que nous aimerions qu'ils adoptent notre politique. Nous ne forçons pas les femmes à partir et nous ne leur disons pas du jour au lendemain de partir. Non, ce que nous faisons, nous allons à la rencontre des communautés pour travailler. Avant d'arriver, la femme est rassurée d'y aller et la communauté acceptera même. Au Ghana, les croyances en la sorcellerie sont encore très ancrées. Des ONG et même le gouvernement cherchent des moyens, des solutions pour apporter assistance et abri à ces femmes qui sont stigmatisées et dont la vie serait mise en danger si elles devaient rester dans leur village. Une information en bref, l'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, est de nouveau attendu en Côte d'Ivoire où il s'était d'abord réfugié après sa chute fin octobre. L'information est annoncée par la présidence ivoirienne. L'ancien chef de l'État était resté un peu plus de 3 semaines à Yamoussoukro, la capitale administrative ivoirienne. Il avait quitté le pays le 21 novembre dernier pour le Maroc. Le royaume chérifien avait alors signifié qu'il y était pour un séjour à durée déterminée. Du côté de son pays, le Burkina Faso, le président intérimaire Michel Kafando a annoncé la tenue prochaine d'états généraux de la justice. Il s'agit désormais de bâtir un nouveau Burkina sur un socle solide et inébranlable à partir d'institutions fortes et viables avec comme finalité l'instauration d'une société plus juste et plus démocratique, a déclaré Michel Kafando. Direction maintenant Cotonou, où le 24e anniversaire de la Constitution béninoise a été marqué hier par des marches. Les opposants au régime en place étaient dans la rue pour exiger l'organisation dans les plus brefs délais des élections municipales et législatives. Voici les images. Ils étaient plusieurs milliers à prendre les rues ce jeudi 11 décembre, jour anniversaire de la Constitution béninoise, membres de la société civile, syndicalistes, politiciens ou simples sympathisants venus soutenir cette revendication commune, l'organisation à bonne date des élections au Bénin. La marche des forces démocratiques constitue une dénonciation de notre démocratie qui est en danger. C'est le peuple libre qui est descendu avec une discipline et en suivant nos mots d'ordre. Ce que nous demandons à l'étape actuelle, pour que l'hélicoptère quitte les airs. Si l'hélicoptère ne quittait pas les airs, nous donnons des instructions pour que le pays aille à la présidence. Du quartier Akpakpa, l'un des plus populaires de la ville de Cotonou, les marcheurs ont déambulé dans toute la capitale économique et à travers le plus grand marché du pays, le marché d'Antokpa, avant d'échouer à la place de l'Étoile Rouge. Tour à tour, les ténors et organisateurs de cette manifestation ont pris la parole pour fustiger la gestion au sommet de l'État et rappeler la nécessité de respecter les règles du jeu constitutionnel. À tous ceux qui veulent confisquer les libertés, à tous ceux qui veulent détruire ce que le Bénin a de plus cher, nous vous demandons de leur dire non. Somme toute, cette sortie du 11 décembre, qui fait suite à celle du 10 décembre, a permis à l'opposition de souder ses liens d'une part et d'autre part de donner une meilleure lisibilité de l'échiquier politique béninois où certains partis ayant pris part à cette géante manifestation sont toujours membres de l'actuel gouvernement. Et dans ONU annoncé à... Du côté de la mouvance béninoise, on a aussi marché hier. Objectif, apporter du soutien aux actions de leur leader, le président Boni Yayi. Selon eux, l'inorganisation des élections à bonne date n'est pas à imputer au chef de l'État béninois. Reportage. Une marche réplique, cela en avait tout l'air. Les forces Cori pour un Bénin émergent FCBE, le plus grand regroupement politique proche du régime au pouvoir, a choisi tout comme l'opposition ce jeudi pour descendre dans les rues de Cotonou. Selon eux, le Bénin n'est pas le Burkina Faso et la rue ne saurait être un moyen de résolution du blocage que connaît l'organisation des élections. Les participants à la marche de l'Alliance FCBE de ce jour réaffirment leur soutien indéfectible au gouvernement et à son chef, le docteur Boni Yayi, pour leur inlassable œuvre de construction nationale et de préservation de la démocratie dans notre pays. Demande au peuple béninois de rester serein et de ne pas se laisser troubler par les agissements de ceux qui espèrent remettre en cause par la rue l'ordre établi par l'historique conférence des forces vives de la nation.
Pour les leaders de la mouvance présidentielle, la décision prise par l'Assemblée nationale de proroger le mandat des conseillers communaux et des maires impliquait déjà la non-organisation à bonne date des élections. Et donc, la faute ne saurait être imputée au président de la République. Qu'ils votent la loi dérogatoire à l'Assemblée. C'est eux-mêmes qui ont voté la loi. La loi ne se prend pas par décret, mes frères. Yaya Boni n'a pas pris une loi. Si la loi présente des difficultés, c'est encore aux députés de le faire. Et je me rends compte que ceux qui marchent aujourd'hui, la plupart sont à l'Assemblée nationale. Depuis mars 2013, période à laquelle auraient pu être organisées des élections communales et locales au Bénin, le pays traverse une situation qu'il convient de qualifier d'impasse électorale. Et pour cause, la liste électorale qui doit servir à ce scrutin tarde à se rendre disponible. L'Élysée a accueilli hier la conférence nationale du handicap qui s'est penchée sur divers sujets tels que la scolarisation, l'emploi et l'accessibilité. Pour la circonstance, le président Hollande a appelé les Français à porter un regard différent sur le handicap. Il a par ailleurs annoncé qu'en 2017, les handicapés auront pour la première fois accès aux documents de tous les candidats. Et pour refermer cette édition, direction les États-Unis, à la découverte de quelques familles SDF cachées. L'hiver dernier, le quotidien pour Philana, c'était de trouver un endroit où dormir. Pour elle, son compagnon et ses 2 enfants. Je me souviens, c'était le 17 décembre. On ne savait vraiment pas où on allait dormir. On est resté dehors jusqu'à minuit, à passer des coups de fil, à demander de l'aide, mais personne ne voulait accueillir notre famille. Ce soir-là, Philana trouvera refuge dans ce foyer pour sans-abri à Washington. Tous 2 sans emploi, le couple vit ici depuis maintenant 6 mois. Une situation loin d'être unique aux États-Unis. Selon un récent rapport, 2,5 millions d'enfants auraient passé au moins une nuit dans la rue l'année dernière. Et dans la capitale américaine, tous les foyers affichent complet. On appelle ces familles les sans-abri cachés. Ils restent chez des amis, chez des familles, puis chez des connaissances, aussi longtemps que possible, jusqu'à ce qu'ils épuisent leurs possibilités et qu'ils n'aient plus nulle part où aller. L'association Doorways, en banlieue de Washington, offre un refuge temporaire à plusieurs de ces familles. Depuis 2 mois, Daoud vit ici avec sa fille de 12 ans. Après 3 ans de galère, a travaillé comme cuisinier, ballotté entre petits hôtels et canapés chez des amis. Un épisode difficile pour Daoud, qui reste pourtant déterminé à s'en sortir. Ça fait mal car vous avez l'impression d'être un raté de la vie. En vivant chez les autres, on a l'impression de ne pas faire partie de la société. J'avais l'impression de ne pas être à la hauteur pour ma fille. Mais ce n'est pas mon genre d'abandonner. Je pense qu'à partir de maintenant, les choses vont s'arranger. Le manque de logement, les violences conjugales et la pauvreté sont autant de facteurs qui poussent ces familles vers la rue. Et si le gouvernement américain a pris des mesures drastiques pour réduire le taux de sans-abri parmi ses vétérans, à Washington comme ailleurs, ils seront encore nombreux à passer Noël sans un toit. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Passez une très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. Au revoir.